Fanny Calange pour parler un peu justement de volaille. Elle est chercheuse à l'INRAE depuis 15 ans et ses travaux visent à comprendre les effets de la génétique et du microbiote intestinal et de leurs interactions sur l'immunité et la santé de la poule pour améliorer la robustesse des animaux. Et donc, elle a piloté un projet d'envergure pour caractériser le microbiote des poules d'élevage commerciaux français afin de mieux comprendre et de mieux prendre en compte le microbiote pour améliorer les caractères d'intérêt en élevage. Donc, Fanny, c'est à votre tour. Eh ben, merci Mireille pour cette introduction. Je partage mon écran. Est-ce que vous l'avez? C'est parfait. Il faut le mettre Euh, En mode. voilà, comme ça. C'est bon? Voilà. Maintenant, c'est bon, parfait. Maintenant, c'est parfait. Alors, merci pour cette invitation à parler également. Je vais donc vous expliquer pour ce dernier topo pourquoi il serait intéressant de considérer l'holobionte, pourquoi c'est intéressant, en commençant d'abord par vous expliquer ce que c'est un holobionte, bien entendu. Et je vais illustrer mes propos en prenant un exemple de travaux que je réalise sur l'impact du microbiote intestinal sur la santé de la poule. Je réalise ces travaux au sein de l'UMR de génétique animale et biologie intégrative, Gabi, au sein de l'équipe génétique microbiote santé. Alors, qu'est-ce qu'un microbiote pour commencer? Vous le savez certainement, mais c'est quand même bien les définitions. Donc, c'est un écosystème microbien, c'est-à-dire constitué de plusieurs espèces de micro-organismes, bactéries, champignons, virus, archées, protozoaires, etc., helminthes aussi. Et décrire un microbiote, comme pour tout écosystème, ça consiste d'abord à déterminer quelle est sa composition en micro-organismes, sa taxonomie, quoi. Quelles sont les espèces présentes, en quelle quantité, et pour quelle diversité. Pardon. Alors, le corps humain, pour commencer, héberge plusieurs microbiotes à différents endroits du corps. Et on considère maintenant qu'il forme l'être humain avec ses microbiotes une association symbiotique, c'est-à-dire avec bénéfice réciproque, qu'on appelle un holobionte. Et parmi tous les microbiotes, le microbiote intestinal est certainement le plus étudié. Dans la plupart des cas, le plus important en termes de quantité de micro-organismes et sans doute fonctionnellement le plus important ou l'un des plus importants également. C'est pour ça que je vais vous parler de celui-là aujourd'hui. Et bien entendu, tout ça est vrai pour les animaux d'élevage également. Alors, déterminer la composition d'un microbiote, comment on fait? Alors, souvent, la plupart du temps, enfin, la plupart des études s'intéressent aux bactéries, donc déterminent la composition bactérienne, parce que quantitativement, c'est quand même les micro-organismes les plus abondants, puis parce qu'on sait comment faire aussi, donc c'est de cela que je vais vous parler. Alors, comment on fait du terrain finalement au serveur informatique? De nos jours, pour caractériser un microbiote, on utilise l'ADN des bactéries du microbiote et plus la culture in vitro de bactéries parce que c'est beaucoup trop lourd et fastidieux pour caractériser les souvent centaines d'espèces bactériennes qui sont présentes dans un microbiote. Donc concrètement, ça passe bien sûr par une étape de terrain qui consiste à collecter des échantillons, ce qui n'est pas clairement la partie la plus agréable du travail. Chez la plupart des espèces, on peut collecter des fécès pour des raisons évidentes de praticité, hein, on n'a pas à abattre l'animal, sauf chez la poule, parce que bon, pour des raisons sur lesquelles je pourrais revenir si ça intéresse certains d'entre vous, on s'intéresse au contenu des CK plutôt qu'aux fécès, pour plein de raisons plutôt techniques. Donc il faut abattre l'animal et prélever les CK et extraire le contenu CK là. Bon, fécès ou contenu intestinal, on met tout ça dans les microtubes et on procède à l'extraction d'ADN. Pour obtenir un pool d'ADN, c'est-à-dire un pool de génomes bactériens qui sont circulaires au départ, c'est pour ça que j'ai fait des petits ronds, et qui constituent ce qu'on appelle le métagénome, c'est-à-dire l'ensemble des génomes du microbiote. Voilà, c'est la partie bactérienne du métagénome, on va dire. On procède aussi, ensuite à un séquençage, puis à des analyses bioinformatiques plus ou moins complexes en fonction du type de séquençage qu'on a fait. Mais bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Un tout petit peu de détails supplémentaires quand même.
L'approche la plus employée et de loin pour déterminer la composition bactérienne d'un microbiote, c'est l'approche dite CESS. C'est un raccourci pour parler du séquençage du gène de l'ARN ribosomique CESS. Alors, ce gène est ce qu'on appelle un marqueur taxonomique parce qu'il a l'avantage d'être présent dans chaque génome bactérien parce qu'il est fondamental, bien sûr, mais avec une très grande variabilité de séquence, si bien qu'on l'amplifie à partir du métagénome, donc on obtient une séquence pour chaque, enfin ou plusieurs même pour chacune des bactéries présentes, mais avec une grande spécificité qui fait qu'on peut déterminer quelle est cette bactérie à partir de bases de données qui recensent les caractéristiques des séquences CSS. Donc, on obtient ainsi quelques dizaines à quelques centaines de taxons bactériens identifiés par échantillon. Et on peut déterminer donc ainsi la composition taxonomique de l'écosystème, quelles bactéries sont là et en quelle quantité. Voilà pour les détails techniques. Alors, pourquoi on se donne tous mal, me direz-vous, pour caractériser le microbiote intestinal, intestinal en particulier, c'est parce que ce microbiote intestinal a des fonctions multiples et absolument essentielles. Et l'accès à l'ADN ces 10 ou 20 dernières années a permis de voir à quel point c'était vrai. Donc, l'impact, la fonction la plus connue du microbiote intestinal est certainement son rôle dans la digestion et le métabolisme de l'hôte, puisqu'il contribue à la dégradation des aliments et des médicaments et il produit des molécules essentielles à l'hôte qui peuvent ensuite circuler dans tout l'organisme et contribuer à énormément de processus physiologiques et métaboliques de l'hôte. Bon, rien que ça, ce serait assez incroyable, mais en plus, le microbiote intestinal a une fonction trophique, c'est-à-dire qu'il participe au développement des intestins, notamment. Il communique avec le cerveau, selon l'axe appelé logiquement intestin-cerveau ou gut-brain axis en anglais, avec un impact sur le comportement animal, voire la psychologie en ce qui concerne l'être humain. Il a, le microbiote, un effet barrière bien connu contre les pathogènes entériques, et j'y reviendrai, c'est-à-dire qu'il les chasse. Et puis, il contribue à la maturation du système immunitaire et à sa régulation tout au long de la vie de l'animal. Donc, compte tenu de toutes ces fonctions, on comprend aisément que toute altération du microbiote intestinal, potentiellement, peut altérer ces fonctions, ce qui, en retour, peut impacter la santé, mais aussi d'autres phénotypes d'intérêt, et notamment les caractères de production des animaux d'élevage. Voilà pourquoi on s'y intéresse. Alors, il se trouve que la composition du microbiote est extrêmement dynamique au cours du temps et en fonction de nombreux facteurs. Alors, ces facteurs sont principalement l'alimentation, ça c'est assez logique puisque les microbes intestinaux se nourrissent des aliments ingérés par l'animal, mais aussi des médicaments, notamment les antibiotiques, bien sûr, puisque ce sont des tueurs de bactéries. Les conditions d'élevage jouent également. On peut penser à l'effet de la litière picorée par les poulets, par exemple. L'âge d'un animal est un facteur qu'on ne peut pas modifier, mais qui influe grandement sur la composition du microbiote. Les additifs, dans le cadre de l'alimentation, jouent aussi. Et la génétique de l'hôte, que j'ai singularisée ici parce qu'on s'y intéresse bien entendu, a un rôle à jouer sur la composition, qui est moins important probablement que celui de l'alimentation, mais qui existe néanmoins et qui mérite qu'on s'y intéresse. Alors, pour illustrer la grande variabilité du microbiote intestinal, je vous montre ces graphes qui sont issus du projet métatype que j'ai coordonné et qui consistait à échantillonner, là, en l'occurrence, 28 élevages de poules et poulets pour caractériser le microbiote des animaux. Et sans rentrer dans de trop grands détails, ces deux graphes montrent en fait la même chose. Donc, si on se concentre sur le graphe de gauche avec tous les petits points, il faut considérer que chaque point est le microbiote d'un animal et que chaque couleur représente un élevage. Bon. Et ce qui est frappant, c'est que d'une part, on voit qu'il y a une grande variabilité des microbiotes parce qu'ils sont répartis dans ce graphe. Et puis, les échantillons sont clairement regroupés par couleur, c'est-à-dire par élevage. Donc, il est clair que le microbiote intestinal des animaux est façonné par l'environnement d'élevage, ce qui regroupe énormément de facteurs, nutrition, mode d'élevage, génétique, âge des animaux, etc. Mais ce qui illustre aussi le fait qu'il est essentiel de prendre en compte l'effet local du microbiote sur les caractères intérêts, parce qu'il y a de fortes chances qu'il joue un rôle. Alors, quelles applications concrètement
pour le microbiote. Alors, beaucoup de gens, chercheurs industriels, s'efforcent de moduler le microbiote intestinal pour améliorer la santé et la productivité. Il y a différents leviers de modulation. Alors, beaucoup la nutrition, prébiotiques, probiotiques, etc. Pratique d'élevage éventuellement, mais aussi génétique de l'hôte, qui est aussi un levier pour tâcher de préserver ou de restaurer un microbiote considéré comme favorable, ce qui, à son tour, peut influencer de façon favorable la santé et la productivité de l'animal. Alors, en génétique, qu'est-ce qu'on peut faire en génétique? Donc, en sélection animale, on en arrive, comme pour l'épigénétique présentée par Hélène plus tôt, changer de concept en incluant le microbiote dans le déterminisme des caractères. Donc, on peut considérer que le phénotype résulte de la génétique de l'animal, de l'environnement, mais aussi d'une composante microbiote qu'on caractérise, voire d'une composante d'interaction entre génétique et microbiote, puisque les gènes de l'hôte, je vous l'ai dit, peuvent influencer la composition du microbiote. Alors moi, je ne suis pas généticienne quantitative stricte et je ne vais pas vous présenter des résultats de sélection animale qui utilisent l'intégralité de cette équation. Je vais simplement illustrer l'interaction génétique-microbiote par un exemple qui est le contrôle du portage de salmonelle chez la poule. Alors, le portage de salmonelle, c'est un problème de santé publique. Le portage est le fait d'une espèce principale, Salmonella enterica, qui comporte de très nombreux entérotypes. Et Enteritidis et Typhimurium sont les entérotypes principaux responsables de salmonellose humaine via la consommation d'œufs ou de viande contaminée. Donc, à INRAE, depuis un moment, on cherche à développer de nouveaux moyens de lutte contre le portage de salmonelle, en plus de notamment vaccination ou lutte prophylactique. Alors, on peut envisager la sélection génétique d'animaux résistants au portage. On peut envisager de moduler le microbiote pour réduire le portage intestinal de salmonelle. Et puis, pourquoi pas, plus récemment, on peut considérer la possibilité de sélectionner génétiquement des animaux qui auraient un microbiote efficace contre le portage. Donc, interaction génétique-microbiote. Sans en dire trop, parce qu'on n'a pas le temps, on a montré déjà il y a longtemps que des régions génomiques contrôlent le portage de salmonelle. On sait qu'il y a de nombreux gènes, donc effets polygéniques typiques, aux effets individuels faibles, ça a été démontré et publié sur des modèles plutôt très expérimentaux, après infection expérimentale. Par ailleurs, on sait que le microbiote intestinal, ça c'est très clair aussi, contrôle le portage de salmonelle. Ça, c'est une observation déjà très ancienne. On sait que le microbiote sécal ou fécal d'animaux adultes sains, donné à des jeunes avant infection, réduit fortement le portage. Et ce sont des effets qui sont attribués à l'exclusion compétitive du pathogène, c'est-à-dire une compétition pour les ressources disponibles dans la niche écologique occupée, qui fait que les bactéries déjà présentes empêchent les nouvelles bactéries, donc les pathogènes en l'occurrence, de s'installer. Et des produits commerciaux assez utilisés, que certains d'entre vous connaissent peut-être, exploitent déjà cette propriété avec succès. Donc ce sont des fleurs microbiennes issues d'animaux adultes. Concernant l'interaction entre génétique et microbiote, on peut se demander si la génétique n'intervient pas sur le portage de salmonelle via une action sur le microbiote. Je vais vous expliquer mon propos. Alors ça, ce sont des résultats de travaux effectués avec Anaïs Casals, ex-doctorante, maintenant jeune professeure enseignante à AgroParisTech. Donc, on a étudié le portage de deux lignées expérimentales bien connues pour ce sujet, l'une qui est sensible et l'autre qui est résistante au portage, comme le montre ce graphique. Et ce qu'on a observé avec Anaïs, c'est que la composition du microbiote est extrêmement différente entre les deux lignées. Vraiment, c'est assez frappant. Dans ce genre de représentation graphique, c'est assez rare qu'on ait deux groupes assez distincts, pas superposés. Et là, c'est le cas. Donc, de façon frappante, le microbiote des deux lignées diffère, tout comme le portage. Et on a aussi identifié des abondances différentielles de certains genres bactériens après caractérisation du microbiote entre les deux lignées. Voilà, les détails sont dans nos articles. Donc tout ça nous amène, avec d'autres résultats obtenus,
à la conclusion que oui, effectivement, la génétique impacte sur le portage de salmonelle via un effet sur le microbiote, c'est-à-dire que les variations génétiques entre lignées engendrent des différences de composition du microbiote qui, à leur tour, engendrent des capacités différentes de résistance à la colonisation et des différences de portage. Les gènes de l'hôte agissent sur le microbiote et donc sur la capacité de résistance à la colonisation. Alors, l'étape d'après serait, on ne l'a pas encore fait, là je montre des résultats issus d'autres travaux qu'on a effectués. Donc, ce serait d'identifier les gènes qui interviennent sur le microbiote et donc sur le portage. Donc, on peut le faire avec des travaux de génétique d'association, comme on l'a fait là sur un autre modèle. Alors, si je reviens à cette équation de sélection générale, là, je vous ai donné un exemple assez peu terrain, hein, d'une interaction génétique microbiote. On est encore relativement loin de l'application pour ce caractère, mais néanmoins, beaucoup de travaux à l'heure actuelle sont menés pour prendre en compte l'intégralité de cette équation et considérer non seulement l'héritabilité, c'est-à-dire la composante génétique de la variation phénotypique, mais aussi ce qu'on appelle savamment la microbiabilité, c'est-à-dire la composante microbienne de la variabilité phénotypique, et même, j'ai vu très récemment dans un article, une composante d'holobiabilité qui considère l'impact de l'interaction génétique microbiote sur la variation phénotypique. Bon, les travaux sont en cours avec un succès qui dépend pour l'instant beaucoup de l'espèce animale considérée et du caractère considéré, sans grande surprise, mais c'est en plein essor actuellement. Au-delà de ça, je pense qu'il pourrait être très intéressant de co-sélectionner l'hôte et le microbiote, donc l'holobionte, non seulement en prenant en compte la sélection génétique de l'hôte en incluant le microbiote, comme je viens de vous le dire, mais aussi en sélectionnant en plus directement le microbiote, principalement par l'alimentation, mais pas seulement. Donc finalement, pour conclure ma présentation, les microbiotes participent à l'expression des caractères d'intérêt. Sélectionner l'hôte en prenant en compte le microbiote est possible. Il y a une évaluation en cours de l'intérêt de cette approche pour plusieurs espèces et caractères. Et considérer l'holobionte en co-sélectionnant l'hôte et le microbiote sera un moyen, certainement, d'optimiser la sélection. C'est ce qu'on considère dans mon équipe. Et bien entendu, une recherche multidisciplinaire avec collaboration publique-privée est indispensable pour y arriver. Ça, c'est sûr. Voilà, j'ai terminé ma présentation et je remercie tous mes collaborateurs publics et privés. Merci pour votre attention. J'aurais deux questions pour Fanny. Comment il y a communication avec le cerveau? Comment le microbiote, etc., communique avec le cerveau? Alors, il y a plusieurs voies de communication. Je suis pas une experte, mais alors, il y a la production de métabolites qui peut passer la barrière intestinale et circuler dans le sang et aller jusqu'au cerveau de cette manière-là. Il y a aussi une voie nerveuse. Voilà, il y a énormément de neurones, en fait, oui, qui connectent les intestins au cerveau directement. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on l'appelle le deuxième cerveau, l'intestin, en ce moment. Et puis, bon, il se peut que j'oublie des voies de communication, mais disons que je pense que ce sont les deux voies principales. D'accord. Alors moi, j'avais une deuxième question aussi liée à comment les gènes de l'hôte interagissent avec le microbiote, en fait. C'est-à-dire, quels sont c'est par quel mécanisme qu'ils interagissent? Ils envoient des métabolites aussi, dans les cellules épithéliales envoient des métabolites, c'est quoi le principe? Ça, c'est une vraie question et j'aimerais bien pouvoir répondre pour les caractères qu'on étudie. Euh, c'est en cours. Il faut qu'on avance vers l'identification des gènes causaux. Je pense qu'il peut y avoir une sélection des bactéries présentes dans le microbiote via des récepteurs membranaires de l'immunité ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est en cours d'investigation, en tout cas, chez les animaux d'élevage. Moi, j'avais une question par rapport aux salmonelles, sur les deux souches de poules.
qui ont des microbiotes très différents, visiblement, elles ont été élevées complètement dans les mêmes conditions ou pas? Oui, absolument. Et je dois dire que ce sont aussi des conditions pas du tout adaptées à l'élevage, bien entendu, hein. C'est un modèle expérimental, C'est donc un modèle, des infections en isolateur, en l'occurrence. Mais d'accord. oui, les animaux ont été mélangés, oui. Dans les mêmes conditions, mais c'est pas forcément ce qui se passerait sur le terrain. Parce que les Euh, conditions expérimentales très contrôlées, visiblement, c'est ça? oui, bah oui, c'est nécessaire avec les pathogènes, ce qui est une des limites hein, de l'étude de la résistance aux maladies, c'est vrai. Mais en tout cas, pour ces travaux, les animaux ont bien été mélangés, oui, tout à fait. Donc c'est bien l'effet génétique qu'on regarde. D'accord, merci. Et si je peux me permettre, j'aurais une autre question. Quand vous dites que, il serait intéressant à l'avenir de considérer l'holobionte en co-sélectionnant l'hôte et le microbiote comme moyen d'optimiser la sélection, Mm. est-ce que c'est pas quelque chose qui a été fait, qui a déjà été fait indirectement en sélectionnant les individus, les meilleurs individus? C'est-à-dire, les meilleurs ne sont-ils pas ceux qui sont déjà dans le meilleur rapport d'interaction hôte-microbiote? Est-ce qu'on l'a Si, pas? probablement partiellement, oui, en effet. C'est ce qu'on argue souvent, et notamment via l'effet génétique sur le microbiote. Quand il intervient dans un caractère, indirectement, on sélectionne les animaux qui ont les gènes qui codent enfin, qui contrôlent le microbiote favorable. Donc oui, je réponds oui à cette question. Mais peut-être pas complètement. Hmm. Voilà. Donc en caractérisant mieux, on améliore aussi, je pense, euh, la précision de la sélection. Et quel gain vous attendriez en co-sélectionnant de façon plus objective sur ces deux paramètres Euh, peut s'attendre à avoir? Là, je suis pas sélectionneuse et je peux pas répondre. Je pense vraiment une réponse de Normande, c'est que ça va dépendre beaucoup du caractère et de l'espèce considérée. Donc, c'est vraiment du cas particulier. Mais il y a un paramètre important qui est l'alimentation. Et donc, quand Oui, on sélectionne aussi avec un type d'alimentation. En général, c'est un des problèmes oui, en volaille, c'est des sélections qui sont faites, par exemple, sur des régimes à base maïs ou à base blé, ne donnent pas tout à le fait. résultat. Donc, on peut se penser qu'effectivement, il y a une forte interaction aliment-microbiote qui perturbe cette sélection génétique de l'holobionte, je pense, non? Ah oui, il faut conserver le même aliment, oui, ou étudier différents types d'aliments et essayer de trouver le plus favorable pour l'expression du caractère. Oui, tout à fait. Alors, quand on est en ruminant, globalement, on a une assez grande variété de milieux Mm. dont on combine les performances pour faire l'évaluation génétique, hein. Donc là, on doit avoir quelque chose qui doit être auprès d'un milieu moyen ou autre, hein. Et aujourd'hui, on ne souhaite pas avoir des, des conditions de recueil de phénotypes trop déconnectées des conditions de production dans leur variabilité. Par contre, il y a l'exemple d'une entreprise de sélection qui a commercialisé un produit, une solution technique l'année dernière, qui est basée sur l'analyse des fesses des animaux dans l'exploitation Mm. et un reclassement des reproducteurs dans l'expression de leur potentiel génétique en fonction du milieu. Voilà. Donc, les gains avancés par l'entreprise sont de près 10 ou 15% d'augmentation de la production, de meilleure expression du potentiel génétique une fois les reproducteurs choisis. Voilà, mais donc ça, c'est un premier exemple concret d'utilisation de cette information du microbiote ou de l'information environnementale caractérisée au travers des fesses, hein, parce qu'elle est caractérisée au travers des fesses, pour obtenir ce type d'analyse de reclassement plus fin des reproducteurs par rapport à leur évaluation, tout milieu confondu. Oui, globalement, plus généralement, il y a les travaux sur l'holobionte. Enfin, donc, en volaille, c'est bien lancé, semble-t-il, mais sur le porc ou le ruminant, quel est l'état, enfin, à votre connaissance, quel est l'état d'avancement sur Ah, c'est à peu près la même chose. Il y a des travaux en cours qui prennent en compte cette fameuse microviabilité là et l'impossibilité. Enfin, on sait que chez toutes les espèces animales, il y a une interaction entre génétique et microbiote, hein. Ça, c'est quelque chose d'assez établi. Mais donc, il y a plein de travaux en ce moment, c'est en train d'exploser, hein, qui prennent en compte ce caractère de microbiabilité dans les équations de sélection et qui donc montrent, selon les caractères, une implication plus ou moins importante de la microbiabilité et
l'holoviabilité, je ne sais pas si c'est un terme qui va rester, mais de la part de cette interaction génétique microbiote. Donc, chez le porc, curieusement, j'ai pas d'exemple, mais chez la vache laitière, je viens de voir un article sur l'efficacité alimentaire qui montre une importance assez forte de la composante d'interaction génétique microbiote. Chez le mouton, en revanche, il me semble que des chercheurs de l'INRA ont montré que la composition du lait était peu impactée. Enfin, ça servait à rien de considérer le microbiote, en gros, dans la sélection pour la composition du lait. Donc voilà, ça dépend du caractère considéré pour l'instant. Mais j'imagine que plus un caractère est influencé directement par le microbiote, plus cette composante sera importante. Le portage de salmonelle, par exemple, l'impact direct du microbiote est évident. Voilà. Jean-Pierre, tu as des éléments Oui, complémentaires à apporter non, du non, non, coup. j'avais une question Vas-y. sur chez les ruminants, on peut considérer à la fois, enfin, aussi bien le microbiote intestinal que le microbiote du rumen qui doit aussi jouer un rôle non négligeable, je suppose. Oui, c'est tout à fait vrai. On a une thèse en cours dans l'équipe qui prend en compte la caractérisation du microbiote alors plutôt intestinal, mais pour le rumen, c'est vrai aussi. On l'étudie plutôt pour la production de méthane en général chez les bovins. Bon. Puis au-delà de ça, il y a d'autres microbiotes. On peut penser au microbiote pulmonaire ou au microbiote cutané qui pourraient potentiellement être impliqués dans certains caractères et qui vaudraient la peine qu'on les regarde. Et certains travaux commencent à les regarder aussi. Ouais. Ben justement, est-ce que les différents microbiotes du même individu se ressemblent ou pas? Quel est le degré de ressemblance entre ces différents microbiotes? Alors, je n'ai pas d'exemple en tête. Enfin, il doit y avoir des liens, mais enfin, la composition n'est pas la même. On imagine bien qu'entre microbiote pulmonaire et microbiote intestinal, quand même, les microbes environnementaux ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais j'ai pas de résultat en tête. Voilà. La composition n'est pas la même, en tout cas, ça c'est sûr. Oui, oui. Est-ce qu'il y a après des éléments communs? On peut imaginer une ou deux espèces bactériennes communes avec une régulation qui se ressemblerait dans tout l'organisme, c'est possible, mais je n'ai pas de réponse concrète à cette question. En revanche, ça aurait des implications intéressantes biologiquement, certainement. Jean-Pierre? Oui, moi j'avais une question sur ce que tu as présenté, Fanny, sur le microbiote dans différents élevages. Est-ce que vous avez regardé enfin, je ne sais pas qu'est-ce que vous aviez comme nombre d'animaux à l'intérieur de chaque élevage, mais finalement, est-ce que les animaux à l'intérieur d'un élevage se ressemblent beaucoup ou sont très très différents? Est-ce qu'on peut caractériser est-ce qu'il y a des choses communes? Oui, c'est une bonne question. Alors, ils sont regroupés, il y a 10 animaux par élevage pour ce projet. Donc, c'est peu par rapport à la grande quantité d'animaux qu'il y a dans un élevage, mais enfin bon, on a essayé de les prendre de façon représentative. Et ils sont regroupés sur le graphique que j'ai montré, donc ils se ressemblent, oui, certainement, mais enfin, ils ne sont pas juxtaposés complètement. Donc, il y a une variabilité intra-élevage qui existe. Il y a une variabilité individuelle au sein de l'élevage, oui, absolument. Donc, la variabilité intra-élevage est inférieure à la variabilité entre élevages, mais elle existe quand même. Et c'est Christelle? celle des vrais poulets d'élevage, c'est pas celle de poulets expérimentaux. Oui, merci. J'aurais une question un peu en lien avec celle de Jean-François. Est-ce que les différents microbiotes d'un hôte interagissent entre eux? Et si oui, est-ce que réguler un microbiote permet de réguler les autres favorablement ou défavorablement? Oui, ma réponse est liée à la réponse précédente. On peut imaginer qu'il y ait des liens entre les différents microbiotes, c'est vrai, mais il faut financer des travaux pour faire ça parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de résultats encore à ce sujet. Ouais, les voies de communication entre eux sont pas encore identifiées potentielles qu'il pourrait y Alors, avoir. je ne suis pas experte, hein. L'étude du microbiote, c'est très, très vaste. C'est hyper intéressant, cette question, mais c'est encore relativement peu exploré. Alors, il y a quand même des travaux sur les liens entre microbiote pulmonaire et microbiote
intestinale notamment, mais j'avoue que je ne suis pas experte sur la question. Ok, merci. Merci. Hélène? Oui, moi je pense que je voulais juste faire un petit commentaire parce que je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir mis nos deux topos l'un après l'autre parce qu'en fait, je pense qu'il y a il y a pas mal de travaux maintenant aussi qui montrent les potentialités du microbiote intestinal en tant que producteur de métabolites ou pouvant modifier la machinerie épigénétique des cellules de l'hôte. Mm. Il y a bon, ça, c'est quelque chose qui qui est de plus en plus développé avec surtout pour dans le cas de pathologie où il pourrait y avoir une première infection qui va favoriser la sensibilité ou au contraire qui va permettre de faire une espèce de vaccination locale et qui va permettre à l'autre de mieux résister aux infections suivantes. Donc ça, c'est des choses qui, je pense, qui peuvent être encore plus analysées en commun entre nous tous. Et il y a aussi pour les bovins en tous les cas, enfin pour les ruminants en tous les cas, le fait que les bactéries, le microbiote ruminal peut modifier aussi les apports de certains composés en les dégradant ou en produisant. Je pense en particulier à la méthionine qui est extrêmement importante pour la méthylation de l'ADN derrière et méthylation d'autres aussi des protéines et des lipides. Donc toutes ces interactions-là, elles sont vraiment à étudier. C'est des champs, si on arrive à mettre génétique, microbiote et épigénétique dans la même équation, franchement, c'est vraiment ce qu'il faut faire l'année prochaine, quoi. Voilà. On a tout à fait les moyens techniques de faire ça, oui. Oui, Même beaucoup dans des grandes cohortes. moyens techniques, oui, moyens financiers, je ne sais pas. Mais c'est vraiment les projets à développer pour demain, quoi. Enfin, il me semble que c'est vraiment le potentiel. Je suis tout à fait d'accord. Il Ça va fait falloir inventer des termes épigénétique par microbiote, par génétique, ça fait beaucoup, mais ça finit Bah, par on réduit par environnement de plus en habilité, plus, en fait. Oui. Merci beaucoup, mais je vois l'heure qui tourne et on a prévu de finir à midi et demi, donc ce serait peut-être bien de conclure. Je vais repasser la parole à Mireille ou à Mais je trouvais que Hélène merci beaucoup pour ce ouais. continuum. Hélène avait fait une bonne conclusion, effectivement, que je crois qu'avec le programme qu'on a fait aujourd'hui, on voit que les interactions entre ces différents champs sont prometteurs pour l'avenir, hein, donc épigénétique, génétique et microbiote. Et puis le phénotypage, je pense, on va y revenir en particulier dans le deuxième opus de cette série, puisque la caractérisation du phénotypage, des phénotypes, elle est essentielle aussi pour le pilotage, finalement, et non seulement sur la génétique, mais aussi sur finalement le pilotage des élevages. Donc, c'est vrai que dans le deuxième opus, on va se concentrer aussi sur cette partie-là. Donc, programme en cours de construction et dont on vous informera le plus rapidement possible. Voilà. En tout cas, de mon côté, je remercie beaucoup Laurent pour son aide précieuse sur l'animation et la coordination de ce premier webinaire de l'année. Et puis, effectivement, tous les intervenants qui ont accepté de concentrer leur savoir en très peu de temps et de le rendre accessible, je dirais, à un public varié. Donc, c'était le cahier des charges qu'on leur avait fixé et je les remercie beaucoup pour cet effort de vulgarisation et de synthèse. Jean-François, peut-être un petit mot. Eh ben, merci beaucoup à tous les intervenants. C'était des exposés riches et passionnants, avec beaucoup d'interactions. Donc, c'est la fin de ce webinaire. Et donc, on avait annoncé un webinaire dédié au prix de thèse. Maintenant, on a la date, ça sera le 6 juin, donc de 17h à 18h.
Et donc, on vous invite à participer à ce prochain webinaire de LiveZ. Et encore grand merci à Mireille, Laurent pour l'organisation et à tous les intervenants pour ces exposés riches et passionnants. Merci beaucoup. beaucoup aussi à l'AFZ pour permettre ces synthèses-là accessibles au plus grand nombre au travers de la chaîne YouTube et des webinaires organisés. Oui, oui, retrouvez-nous sur la chaîne YouTube, effectivement, pour la rediffusion de ces webinaires. Et n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir notre newsletter en tant qu'adhérent de l'AFZ. Vous serez informé en temps réel et en amont de tous les webinaires qu'on peut organiser et tous les événements. Donc, si vous n'êtes pas encore adhérent, n'hésitez pas à adhérer pour recevoir toutes ces informations. Adhérer, c'est simple, il suffit d'aller sur le site de l'AFZ et on trouve toutes les informations. Voilà. Eh bien, encore merci aux organisateurs et aux intervenants. Et puis, on vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi. Et rendez-vous au prochain webinaire. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci.